Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Ludivine Chen. J'ai une agence de communication qui s'appelle La Dose de Com, avec laquelle j'accompagne mes clients sur tout leur process de communication, donc du démarrage avec la création de leur image, leur création de leur message. Ensuite, on regarde ensemble les différents moyens, les différents médias, les différents moyens de communication qu'il faut mettre en place et on met en place ces différents moyens de communication. Donc, soit il y a des choses que je fais, il y a des choses pour lesquelles j'ai des partenaires. Ces partenaires, j'ai notamment Linda, qui est formatrice sur les réseaux sociaux. J'ai notamment Sonia, qui est développeuse, enfin, qui crée des sites internet. Elle est plus que développeuse, elle conceptualise des sites internet. Et on a également une association qui s'appelle les Digital Women et qui accompagne tout le monde, alors les femmes souvent, mais qui accompagne tout le monde dans son développement digital. Voilà. Donc aujourd'hui, on va parler de communication et de création d'entreprise. Je vais vous partager une présentation dans laquelle on parlera de tous les basiques de la communication, enfin de tous les basiques, de pas mal de basiques de la communication. On verra de grandes lignes, de grandes choses qu'il faut que vous sachiez avant de vous lancer. Vous verrez également un démarrage de plan pour que vous puissiez vous faire une checklist des différents outils que vous allez devoir mettre en place. Et puis, sur certains des outils, je vous ferai un slide sur le site internet, un slide sur les réseaux sociaux, un slide sur l'emailing, un slide sur l'événement, etc., etc. Sachant que, bien entendu, alors déjà, c'est une formation qui, normalement, je la fais à des créateurs d'entreprise qui dure une journée. Et sur une journée, c'est jamais assez long. Ils trouvent que c'est toujours beaucoup trop court. Donc, on est bien d'accord qu'un slide sur les réseaux sociaux, ça ne suffit absolument pas. Mais c'est pour vraiment vous donner un aperçu de tout ce qu'il va falloir travailler. Et après, à vous de voir comment vous allez mettre en place tous ces différents outils et ce que vous allez pouvoir faire seul. Et puis, ce pourquoi vous allez avoir besoin potentiellement d'experts pour vous accompagner, de formations complémentaires, etc., etc. Voilà, l'idée étant de vous donner un aperçu du champ des possibles. J'espère que c'est clair pour tout le monde. J'espère que vous m'entendez bien. Je vais partager mon écran. Super, un petit pouce pour me dire que c'est bon. Impeccable. Donc, je partage mon écran. Et c'est parti. Alors, c'est parti. Vous êtes tous sur mon écran. Communication et création d'entreprise, PowerPoint. Ok, nickel. Donc, pendant que je vous passe la présentation, je ne vois pas… Alors, attendez, je vérifie. Je ne vois pas vos questions, donc je ferai des pauses en haut. Alors, Linda, qui est vachement plus forte que moi sur Zoom, qui me fait signe en haut. On voit… Alors, attendez, ce que je veux… Ouais, mais je le fais. Ça y est. En haut à droite. Je l'ai vu, mais j'ai… Conversation. Magnifique. Merci, Linda. Donc, du coup, je vois vos questions en même temps. Donc, n'hésitez pas à poser des questions. Certaines auront peut-être une réponse au fur et à mesure de la présentation. Et pour les autres, alors soit je peux y répondre tout de suite parce que c'est une réponse rapide, soit on en parlera après en privé parce que ça demanderait de passer 2 jours ou 3 jours ensemble. Et donc on ne pourra pas répondre à tout aujourd'hui. Donc, communication et création d'entreprise. Donc, l'idée, c'est de vous dire, nous sommes confinés, mais on a quand même nos projets qui continuent. Alors, soit on a un projet qui va se lancer, soit vous avez un projet qui a déjà commencé, mais vous avez besoin de le booster parce que vous vous rendez compte qu'en termes de communication, vous n'avez pas pu tout faire. Ce n'est pas votre métier, hein, comme je dis toujours, chacun son métier. Et donc, vous avez besoin d'une piqûre, de rappel pour voir tous les outils qui sont à votre disposition. Alors, surtout, n'oubliez pas, hashtag restez chez vous. Hein. C'est pas parce qu'on communique qu'on doit aller voir les gens. Donc, on reste à la maison et on se protège. Alors, avant de commencer, je voulais faire un point sur la différence entre objectif, stratégie et moyen. Parce qu'il est très important, quand on parle de communication, de toujours se dire que la communication va servir votre stratégie, vous allez mettre des moyens en face de votre communication, mais que votre communication ne sera en aucun cas un objectif. Votre objectif de business,
ça va être de mettre 10 000 de vos produits dans les foyers autour de chez vous. Ça va être de remplir votre carnet de rendez-vous en complet sur la semaine pour une esthéticienne. Ça va être de générer X euros de chiffre d'affaires, mais votre objectif ne va jamais être je veux être connu. Ça, ce n'est pas un objectif. Ça, c'est un moyen. Ça peut être éventuellement une stratégie, mais ce ne sera jamais un objectif. Donc, pour rappel, pour garder toujours ça en tête, mon objectif, c'est là où je veux aller. Donc, je pars de Toulon. Je vais, par exemple, à Brest. Hein, j'ai pris l'opposé. Donc, ça, c'est votre destination. C'est vraiment l'endroit où vous voulez vous trouver demain. Vous devez mettre une date dessus. Enfin, vous devez vous donner des délais. Un objectif doit toujours être intelligent, réalisable, possible et mesurable. Ça, c'est très important. Ensuite, vous avez votre stratégie. Alors, votre stratégie, ça va être quoi? Ça va être de dire, pour arriver à mon objectif, je vais passer par Bordeaux ou je vais passer par Paris. Ah, puis j'hésite, Bordeaux, Paris, Bordeaux, Paris. Eh bien, dans votre business, ça va être la même chose. Vous avez un objectif, votre stratégie, c'est le chemin que vous allez mettre en place pour arriver à votre objectif. Et on va regarder après derrière comment votre stratégie de communication va vous aider à atteindre votre objectif. Et puis derrière, vous avez les moyens. Les moyens, c'est quoi? Les moyens, ce sont les outils que vous allez mettre en place pour jouer sur votre stratégie et le budget. Parce que, encore une fois, le budget va être très important. Le budget en communication va être important aussi. Alors après, vous devez vous poser un budget par rapport à ce que vous pouvez dépenser. Mais il est évident que si on ne communique pas, on n'aura jamais personne qui viendra chez nous. Quoi qu'il arrive, quelle que soit la communication que vous allez choisir d'avoir, si vous restez tout seul chez vous, c'est le savoir, le faire savoir, le savoir-faire et le faire savoir. Si vous restez tout seul chez vous, vous pouvez être le meilleur du monde. Si vous n'en parlez à personne, personne ne viendra vous voir. Donc, c'est très important de vous dire, OK, quels sont les moyens que je vais mettre en place en face de ma stratégie pour atteindre mon objectif. Alors, Svenja, oui, je partagerai la présentation après. Donc, vous pouvez noter, mais ne vous inquiétez pas, je vous l'enverrai. De toute façon, je mettrai le replay en ligne, soit sur mon site, je mettrai le replay en ligne, donc vous l'aurez aussi. Alors, une fois que vous avez bien différencié votre objectif, votre stratégie et votre communication, et votre budget et vos moyens, on reprend votre stratégie. Vous avez votre stratégie globale. Alors, votre stratégie globale d'entreprise, ça va être tout ce que vous allez mettre en face de « OK, comment je vais atteindre mon objectif ?» Vous allez avoir une stratégie opérationnelle, que l'on peut appeler une stratégie métier, et vous allez avoir également une stratégie commerciale. Vous pouvez avoir aussi une stratégie interne, mais bref, vous allez avoir tout un tas de stratégies qui vont faire la stratégie globale de votre entreprise. Ça, je vous en parle parce qu'on est dans un webinaire création et communication. Donc, du coup, vous êtes a priori en phase de création, donc vous avez besoin de vous poser ces questions-là. Donc, stratégie globale. Dans votre stratégie globale, vous avez votre stratégie commerciale. Donc, comment je vais générer du chiffre d'affaires. Et dans cette stratégie commerciale, vous avez votre stratégie de communication. Ça, c'est important aussi parce que votre stratégie de communication, finalement, c'est une partie englobée dans une autre partie. Ce qui veut dire que si derrière, vous n'avez pas de stratégie globale, si derrière, vous n'avez pas de stratégie commerciale, votre stratégie de com, nous, en tant qu'externe, on pourra faire tout ce qu'on veut. Si ça n'est pas dans votre ADN, eh bien, on n'arrivera pas. On n'arrivera pas parce que la base, elle part vraiment des questions que vous allez vous poser en amont. Et cette stratégie de communication, je l'ai mise un petit peu à cheval parce que l'idée, c'est que vous avez une stratégie de communication externe, donc qui est liée à votre stratégie commerciale, mais vous avez également une stratégie de communication qui peut être interne selon votre projet. Et on verra après que votre communication interne, elle peut avoir un intérêt aussi dans votre business. Dans votre communication, grosso modo, on va identifier, enfin non pas grosso modo, dans votre communication, on va identifier 3 stratégies de com. On parle beaucoup de stratégies sur les 4 premiers slides, après on sera attendu beaucoup plus concret. Mais votre 3 stratégies de com, concrètement, vous devez vous poser des questions. Comment je vais faire pour être connu? Donc ma stratégie de notoriété. Comment je vais faire pour prospecter? Donc vraiment, quels sont les outils de communication que je vais mettre en face de ma prospection? Et ensuite, comment je vais faire pour fidéliser? Ce qui est important sur ces 3 stratégies de communication, c'est qu'à chaque fois que vous allez faire quelque chose, à chaque fois que vous allez poser une action de communication, vous allez devoir vous dire, est-ce que c'est une action qui va être là juste pour de la notoriété?
est-ce que c'est une action qui va être là pour de la prospection ou est-ce que c'est une action qui va être là pour de la fidélisation? Sachant, bien sûr, qu'on peut avoir des actions qui vont faire plusieurs choses, évidemment. On n'est pas absolument figé dans une de ces stratégies. Néanmoins, c'est important de vous poser la question parce que, non pas pour pas vous chevaucher, mais surtout pour être sûr que vous avez bien tout fait. Parce que si vous travaillez uniquement votre prospection et pas du tout votre fidélisation, au final, vous allez louper quelque chose d'énorme, à savoir comment je fais revenir mes clients, comment mes clients existants ont envie de retravailler avec moi. Donc ça, c'est très important. C'est vraiment de vous dire à chaque fois, ne pas oublier que je dois faire de la notoriété, oui, je dois faire de la prospection, oui, mais je dois également faire de la fidélisation. Et je ne dois rien laisser passer de ces 3 différentes stratégies de com, parce que si j'en laisse passer une, à un moment, ça va me manquer. Et malheureusement, alors, ce ne sera pas trop tard, mais ce sera du temps perdu. Donc, pensez bien à ça, c'est très important. Ensuite, hop, alors, je vais cliquer à côté. Ensuite, on va se poser la question de qui communique. Et alors là, la base, c'est vous. Hein. La base, c'est vous. Attendez, je rebouge le conversé. Hop. La base, c'est vous parce que c'est votre projet, parce que c'est votre entreprise, parce que c'est votre produit. Et donc, parce que c'est vous qui allez être le support, le socle de toute cette communication. Et ça, c'est très important que vous le compreniez parce qu'il faut que vous sachiez que vous allez devoir parler de vous. Alors après, ça dépendra de vos produits, on verra ça plus tard. Mais en tout cas, que si ce n'est pas en accord avec vous, ça ne marchera jamais. Et ça, c'est vraiment la base de vos projets aujourd'hui. Il faut que vous soyez en accord avec votre produit, avec votre projet, avec votre entreprise. Donc, votre base qui communique, ça va être vous. Ensuite, hop, qui communique, ça va être votre entreprise. Donc là, votre entreprise, vous allez avoir votre pitch, vous allez avoir votre charte sémantique, vous allez avoir votre charte graphique. On parlera de tout ça un petit peu plus tard. L'idée, c'est que ça, c'est bien, c'est cool, c'est maîtrisé. Vous, votre personal branding, a priori, c'est quelque chose que vous maîtrisez. Votre entreprise, c'est quelque chose que vous maîtrisez aussi parce que c'est vous qui gérez. Vous faites du push d'information, vous essayez d'avoir du retour, mais en tout cas, c'est quelque chose qui est sous contrôle. Là où ça va devenir un petit peu plus amusant, c'est quand vous allez essayer de faire parler vos clients et vos partenaires, qui vont être vos principaux ambassadeurs. Parce qu'à partir du moment où on a un client ou un partenaire reconnu qui parle de vous, les gens se posent d'autres questions. Ils se disent, tiens, cette personne-là, ou son service, son produit, peu importe, il a du sens pour d'autres personnes. Et si ces autres personnes me ressemblent, alors j'ai envie d'avoir cette chose aussi. Et ce produit, ce service, peu importe. Donc, c'est là que ça va commencer à être un petit peu plus difficile parce que parler de soi, une fois, alors je ne dis pas que c'est facile, attention, pas du tout, mais c'est maîtrisable. Parler de son entreprise, ok, c'est assez carré. Une fois qu'on a compris les différents mécanismes, on peut y arriver. En revanche, réussir à faire parler ses clients et ses partenaires, là, ça devient plus compliqué parce qu'il va falloir avoir des clés pour leur donner envie de parler de vous. Et il va falloir aussi oser leur demander de parler de vous parce que d'eux-mêmes, potentiellement, ils n'y penseront pas. Donc ça, c'est très important. Ensuite, vous avez un dernier point qui sont les influenceurs. Alors, les influenceurs vont pouvoir communiquer sur vous. On va mettre les journalistes, les blogueurs, donc toutes ces personnes qui vont avoir une influence, donc qui vont avoir des gens qui les suivent. Quand vous allez avoir à mettre en place différentes stratégies pour que ces influenceurs parlent de vous, si ce sont des journalistes, ça va être des documents, ça va être des axes de communication qui vont intéresser leurs lecteurs à leur envoyer. Si ce sont des blogueurs, des Instagrammeurs, etc., vous allez aussi avoir besoin de regarder quel axe va les intéresser et potentiellement de travailler avec eux dans une relation commerciale, de partenariat rémunéré. Et puis, vous avez d'autres personnes qui sont, à mon sens, extrêmement importantes. Ce sont les micro-influenceurs. Alors, les micro-influenceurs, c'est qui? C'est ceux qui vont avoir 200, 300, 400 personnes dans leur réseau, mais ces 400 personnes-là, ce sont des clients potentiels pour vous extrêmement intéressants. C'est-à-dire qu'une blogueuse qui va avoir 20 000 personnes, mais sur ces 20 000 personnes, finalement, il y en a 10% qui vont vous intéresser. Vous allez devoir dépenser une énergie folle
à la faire communiquer, enfin, à réussir à faire en sorte qu'elle communique sur vous. En revanche, un micro-influenceur qui va avoir 300, 400 personnes, mais si vous êtes en B2B, par exemple, ça va être des chefs d'entreprise locaux qui sont juste à côté de chez vous, lui, ça va potentiellement être un peu plus facile de le faire communiquer sur vous, à condition que vous soyez en accord avec lui. Et cette personne-là, comme elle a des contacts qui sont directement qualifiés, on appellera ça des contacts qualifiés, pour vous, ça aura potentiellement un impact qui va être hyper intéressant et à court terme. Donc, les micro-influenceurs, identifiez-les, c'est très important. Identifiez-les dans vos réseaux, identifiez-les sur LinkedIn, sur Facebook, sur Instagram. Ce sera des personnes qui vont pas forcément avoir des milliers et des milliers de followers, mais ça va être des personnes qui vont communiquer beaucoup et être en accord avec vous. Et ces personnes-là, elles vont être intéressantes parce que du coup, elles vont avoir un impact intéressant pour votre business. Donc, la cerise de cherry on the cake, la cerise sur le gâteau, c'est quand vous arrivez à tout faire. C'est quand vous arrivez à tout faire. Donc, au début, votre personal branding, vous allez le travailler. Votre communication d'entreprise, vous allez la mettre en place, donc vous allez y arriver. Dans quelques temps, vous travaillerez sur vos clients et partenaires. Et puis, vos influenceurs, vous allez les mettre dans une stratégie, dans votre stratégie de com pour voir comment vous allez faire tout ça. Donc, une fois que vous avez ces 4 aspects-là qui communiquent et qui sont cohérents tous ensemble, vous pouvez dire que en termes d'impact de communication, vous avez mis en place les bons vecteurs de communication. Alors, ce que je vous disais, c'est que le socle, la base, c'est vous. Ouais, je savais que ça plairait à Linda, cette petite photo. Voilà, la base, le socle, le démarrage de tout ça, c'est vous. C'est vraiment vous. Et ce qui veut dire qu'il va falloir que vous vous posiez plein de questions. Donc, le slide après, il est un petit peu moins punchy, mais vous allez vous poser les questions de quelles sont vos valeurs. Parce que vos valeurs, ce sont les valeurs de votre entreprise. Ce sont les valeurs de votre produit. Aujourd'hui, on est dans un monde où la plupart du temps, alors en France en plus, et quand on est sur de la reconversion, etc., on ne fait plus de métiers qui ne sont pas, enfin, quand on est créateur d'entreprise, on ne fait pas un métier qui n'est pas en accord avec ses valeurs. Et donc, vous devez poser vos valeurs, qui seront les valeurs de votre produit, de votre entreprise. Vous devez poser également votre mission, votre vision. Votre mission, ça va être pourquoi je fais ça? Qu'est-ce que ça va apporter à mes clients? Qu'est-ce que ça va apporter à la planète? Qu'est-ce que ça va m'apporter à moi? Et ça, c'est une question à laquelle, quand vous êtes en création d'entreprise, vous devez vraiment vous poser. Quand vous êtes… moi, ma mission, c'est d'aider mes clients à être plus forts, à être plus vus, à atteindre leurs objectifs. Donc vous, il faut que vous arriviez à identifier ça. Ensuite, vous allez identifier votre philosophie. Alors, votre philosophie, ça va être plus votre façon de travailler. Moi, j'ai une philosophie qui est, on est une bande de copains et on s'amuse. Et tous les matins, quand je me lève, je dois m'amuser. Mon travail, ça doit être quelque chose d'amusant. À partir du moment où je ne m'amuse pas, c'est pas en accord. C'est pas en accord avec ma philosophie, c'est pas en accord avec mes valeurs. Et donc là, il faut que je trouve des solutions pour sortir de cette situation. Donc, posez-vous la question de, voilà, mes valeurs, elles sont ça, clac. Elles sont en accord avec mon entreprise. Ma mission, ma vision, elle est ça, ok, elle est en accord. Ma philosophie, elle est telle qu'elle est. Et surtout, ce qui est important, c'est que vos futurs clients, il faut qu'ils soient en accord avec cette philosophie. Parce que sinon, vous n'allez pas être, vous, en accord avec vous-même. Et donc, le boulot, le job que vous allez faire ne sera pas bon. Donc ça, c'est vraiment très important que ces 3 points-là soient cohérents. Ensuite, une fois que vous avez ces 3 points qui sont plus des points, alors pas forcément personnels, parce que on parlera aussi de votre produit beaucoup, mais qui sont des points sur lesquels vous allez devoir réfléchir, qui vont vous demander de vous poser des questions internes presque. Une fois que vous avez la réponse à ces 3 questions, vous allez regarder en face quel est le positionnement de votre entreprise, de votre produit. Donc, votre positionnement, ça va être, est-ce que vous êtes le moins cher? Ça peut être ça. Est-ce que vous êtes le meilleur? Ça peut être ça. Est-ce que vous êtes le plus sympa? Parce qu'on a envie de bosser avec vous. Ça peut être ça aussi. Est-ce que vous avez la meilleure expertise? Est-ce que vous êtes le plus proche aussi? Bien entendu, ça peut être ça. Bref, vous devez vous dire quel est mon positionnement. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, mon produit, mon offre, mon entreprise est
est différente des autres. Parce qu'il ne faut pas se leurrer, sur un marché, vous allez avoir un tas de sociétés qui font la même chose, vous avez un tas de concurrents, et donc vous devez vraiment vous dire, ok, mais pourquoi on viendrait me voir moi plutôt que quelqu'un d'autre? Et évidemment, ce positionnement est extrêmement lié à vos valeurs, à votre mission, votre vision, votre philosophie, parce que c'est tout ça, encore une fois, doit être en accord. C'est absolument essentiel. Et tout ça doit se répondre à chaque fois. Ensuite, vous allez regarder votre marché. Votre marché, ok. Quel est-il aujourd'hui? Est-ce que j'ai de la concurrence? Est-ce que j'en ai pas? Est-ce que c'est un marché qui a des codes? Est-ce que je veux rester dans ces codes? Ou est-ce qu'au contraire, je veux casser les codes de ce marché? Ça, c'est vraiment des questions qu'il faut que vous vous posiez. Et pour vous les poser, bien entendu, il faut que vous analysiez ce marché. Mais ça, normalement, vous l'avez fait dans votre stratégie globale, vous l'avez fait dans votre stratégie commerciale. Et là, le boulot est déjà fait pour mettre en place votre stratégie de com. Et puis, un dernier point, vous devez vous poser la question de quelle expérience je veux générer. C'est-à-dire, quelle expérience je veux générer, ça veut dire, pour mes clients, quelle est l'expérience avec laquelle je veux qu'ils ressortent de ça? Qu'est-ce que je veux qu'ils se disent quand ils utilisent mon produit, quand ils viennent dans ma boutique, quand ils ont après mon sac et qu'ils marchent dans la rue avec? Quelle est ou en termes de consulting, comment je veux qu'ils ressortent de ça? Vraiment, cette expérience est essentielle. On en parlera encore un petit peu après d'expérience client, mais vous devez vous dire, ok, donc j'ai mes valeurs, ma vision, ma philosophie, je me positionne par rapport à mon marché, je vois où j'en suis, mais concrètement, je veux qu'ils ressortent de là avec quoi, mes clients? Je veux qu'ils vivent quoi? Et ça, c'est très important. Donc, vous allez vous faire un méga brainstorming avec tout ça. Ne le faites pas tout seul. Ça, c'est aussi très important parce que tout seul, c'est intéressant. Hein. Vous commencez par le faire seul, mais surtout, ne finalisez pas votre stratégie de com seul parce que ça n'aurait pas de sens. Vous êtes peut-être dans votre cible, et tant mieux, mais vous avez forcément des gens autour qui vont pouvoir vous aider. Parce que quand on prend des décisions de ce type seul, finalement, souvent on se plante un petit peu parce qu'on a besoin d'avoir un regard extérieur, on a besoin, de toute façon à plusieurs on est toujours beaucoup plus fort, on a besoin d'avoir des personnes qui vont nous titiller un peu, nous dire oui mais pourquoi tu dis ça? Oui mais où tu veux en venir quand tu parles de ça? Pourquoi c'est important? Parce que ça va vous faire vous poser d'autres questions et donc répondre à d'autres choses et du coup aller plus loin. Donc vous faites un méga brainstorming avec tout ça et une fois que vous avez mis tout ça dans un joli shaker, hop, vous allez ressortir dans un premier temps. Oui, Linda, je sais que tu aimes le shaker. Je vois pas la tête de Sonia, mais vous mettez tout ça dans votre shaker et vous allez en ressortir dans un premier temps votre identité. Donc, votre identité, c'est quoi? C'est votre charte sémantique. Votre charte sémantique, c'est les mots que vous allez devoir utiliser dans votre communication. Donc, votre charte sémantique, c'est je prends mes valeurs et en face de chacune de mes valeurs, je vais mettre des mots. Et ces mots-là, vous allez devoir les réutiliser. Vous allez devoir les réutiliser à chaque fois que vous allez communiquer. Donc, cette charte sémantique, elle est très importante. Il est très important de la poser au départ parce que vos premiers mois de communication, bon, ça va être plutôt clair. Vous allez savoir où vous voulez aller et puis surtout, vous allez avoir un petit peu de temps. Donc, vous allez vous poser à chaque fois sur quels sont les mots que j'utilise. Mais plus vous allez avancer et moins vous allez avoir le temps de faire les choses. Et donc, vous allez oublier. Vous allez oublier qu'une de vos valeurs, c'était l'originalité. Et vous allez peut-être vous installer dans quelque chose d'un peu plus flat, un peu plus plan-plan. Mais cette charte sémantique, elle est là. Alors, moi, je dis toujours, vous faites votre nuage de mots, vous le collez dans votre bureau et à chaque fois que vous écrivez quelque chose, hop, vous regardez votre charte sémantique. Et ça doit vous donner des petits flashs comme ça, des mots-clés. Ah oui, c'est vrai. Ça, c'est un point clé pour moi. Mais je suis dans le rush, je suis comme tout le monde, j'ai la tête dans le guidon et donc je ne vois plus que c'est un point clé pour moi. Donc, mettez-vous cette charte sémantique, alors déjà des nuages de mots-clés, c'est déjà pas mal, proche de vous pour les voir régulièrement et pour ne jamais les oublier. Une fois que vous avez votre charte sémantique, alors c'est la base, hein, c'est important parce que la charte sémantique, donc les mots, c'est ce qui va donner du sens après à tout le reste. Donc, une fois que vous avez votre charte sémantique, vous allez créer votre charte graphique. Alors vous ou quelqu'un d'autre, peu importe, mais dans votre charte graphique, vous allez avoir votre logo qui va vraiment vous identifier. Vous allez avoir des images, c'est-à-dire quelles sont les images que je mets en face de chacune de mes communications qui vont identifier que c'est bien moi. Et là, pensez toujours à mettre de l'humain, mais on en reparlera plus tard.
Vous allez avoir des couleurs. Quelles sont les couleurs qui me définissent? Vous allez avoir un concept graphique et vous allez avoir, bien entendu, des polices. Donc, vos polices, c'est les différentes façons d'écrire qui vont vous identifier. Donc, hop, je me décale un petit peu parce que j'ai le soleil là, qui me vient dans les yeux et je ne vois plus rien. Donc votre charte sémantique, votre nuage de mots, votre charte graphique, logo, image, couleur, police, concept graphique. Une fois que vous avez tout ça, vous avez travaillé en amont sur vos valeurs, etc., vous avez l'identité de votre entreprise. Et donc, vous allez pouvoir commencer à communiquer. Est-ce que jusque-là, c'est clair? Donc, un petit pouce. Hop, j'essaie de vous remettre toutes. Super. Alors, il y a quelqu'un qui s'est unmuté. Alors, attendez, je vais aller voir qui c'est. Donc, il y a quelqu'un qui a dû se mettre en... Hop, c'est bon, je vous ai. Donc, on continue. Une fois qu'on a vu qui communiquait, une fois qu'on a travaillé sur votre identité, il faut vous poser la question, ok, mais maintenant, sur quel support je vais communiquer? Puisque, encore une fois, comme je vous le disais au début, il y a le savoir-faire et le faire savoir. Et vous pouvez très, 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 très bien faire les choses. Si vous ne communiquez pas sur les différents supports que le monde, que l'univers met à votre disposition aujourd'hui, eh bien forcément, personne ne viendra vous voir. Donc, sur quel support vous allez communiquer? Premièrement, vous avez la communication orale. Alors, la communication orale, ça va être des rendez-vous, des téléphones, du réseautage. Ce qui est important pour votre communication, de l'événement éventuellement, ce qui est important pour votre communication orale, c'est de vous dire, à partir de maintenant, quand vous êtes en création d'entreprise, je ne suis plus juste moi, je suis moi, créateur de cette société, de ce concept. C'est-à-dire quand je mets téléphone, c'est quand vous répondez au téléphone, à partir de maintenant, quand vous êtes en création, vous ne dites plus allô quand vous répondez au téléphone. Vous devez avoir un message qui est en accord avec votre entreprise. Alors, moi, quand je réponds au téléphone, je donne mon nom et mon prénom, mais vous pouvez donner votre prénom, vous pouvez avoir quelque chose de plus raccord, mais en tout cas, on ne dit plus un simple allô à partir du moment où on est chef d'entreprise, parce que si vous avez un client qui vous appelle, un prospect, pas un client, parce qu'un client, à la limite, qui vous connaît un peu, mais un prospect qui vous appelle et quand vous décrochez, il n'a pas le minimum d'informations sur vous, ça fait absolument pas professionnel. Donc, cette communication orale, vous devez la travailler. Vous devez la travailler pour être prêt lors de rendez-vous, pour être prêt au téléphone, que ce soit quand on vous appelle ou quand vous appelez vous-même, pour être prêt lorsque vous êtes en réseautage. Alors, les réseautages, c'est tout. Dans le réseautage, je mets tout ce qui est relations publiques, tout ce qui est apéro, déjeuner, petit déjeuner, etc. Et pour tout ça, vous allez travailler votre pitch. On le reverra un petit peu après. Ensuite, vous avez votre communication print. Donc là, ce sont tous les supports papier. Alors, support papier, on en fait heureusement pour la planète de moins en moins, mais on en fait quand même un peu. Donc, vous allez devoir avoir une carte de visite. Alors, sauf en ce moment où on ne sort plus de chez nous. Donc, la carte de visite est devenue absolument obsolète, mais elle va revenir. Pourquoi pas une carte de fidélité? Ça dépend de votre activité. Pourquoi pas un flyer? Encore une fois, ça dépend de votre activité. Pourquoi pas une plaquette et pourquoi pas du courrier? Alors, courrier, c'est pareil, c'est vieillot, c'est suranné. Mais quand vous faites du B2B et que vous envoyez une plaquette en courrier, vous avez une chance pour que ce soit ouvert et que ce soit posé sur un bureau. Donc, la question que vous devez toujours vous poser, c'est combien ça me coûte et combien ça peut me rapporter? Si la balance est positive, vous n'hésitez pas un seul instant, vous le faites. Si la balance est a priori plutôt à zéro, vous ne perdez surtout pas de temps là-dessus. Donc, vous avez votre communication print, on reviendra dessus également. Vous avez votre communication numérique. Alors là, bon, évidemment, on pourrait passer 10 jours uniquement sur la communication numérique avec votre site internet, éventuellement une application selon l'offre que vous proposez, avec de la vidéo, donc que ce soit de la vidéo instantanée ou de la vidéo de présentation de produits, de la vidéo corporate. Vous avez de l'emailing, on reviendra dessus aussi, et vous avez bien entendu les réseaux sociaux. Donc, votre communication numérique qui est absolument, évidemment, essentielle. Une fois, que vous avez ces trois-là, si vous avez une boutique, et uniquement si vous avez une boutique,
vous avez votre agencement. Ah, remarque, pas forcément uniquement si vous avez une boutique, parce que je regarde Linda, voilà, exactement. Je regarde Linda et moi, je sais que mon bureau est très, et en termes de déco, etc., j'ai fait des choses en accord avec mon ADN, encore une fois. Donc, votre agencement, que ce soit à partir du moment où vous recevez du public ou à partir du moment où vous allez avoir des images qui vont ressortir de l'endroit où vous travaillez, vous devez penser potentiellement à votre signalétique, à votre décoration, etc. L'idée, c'est que chaque chose, chacun de ces outils, chacun de ces supports doit être l'alibi de l'autre. Alors, j'adore dire ça. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous pouvez envoyer un emailing et puis derrière, vous rappelez la personne au téléphone en lui disant « Je vous ai envoyé un emailing qui a tel sujet, etc. » Ça va vous permettre d'entamer la conversation. Vous allez rencontrer quelqu'un au réseautage et derrière, vous allez l'inviter sur vos réseaux sociaux. Vous allez, grâce à un flyer que vous avez imprimé, en apéro de réseau, vous allez avoir beaucoup plus de facilité à aller voir les gens parce que vous aurez un support papier à leur donner et que donc du coup, vous serez moins bloqué par votre potentielle timidité. Donc, tous ces points-là sont alibi de l'autre. À chaque fois que vous créez un outil, vous devez vous dire, OK, et comment il va aider les autres à avancer et comment, grâce à cet outil, je vais réussir dans mon nuage de support à faire en sorte que tout ça soit cohérent et que tout ça me permette de communiquer sur moi, sur mon produit, sur mon entreprise, sur mon service, le mieux possible. Et ça, c'est très, très important, cet alibi, parce que vous remarquerez, nous, on a fait l'expérience avec Sonia. Quand on va dans un apéro UPV, par exemple, chez nous, maintenant, on a des copains. Donc déjà, on va beaucoup moins voir les gens qu'on ne connaît pas, puisqu'on est avec des copains, donc on y va pour boire un coup. Et on oublie presque de travailler. Et la dernière fois, je pense que c'était avant le Forum du numérique, on y est allé avec un flyer pour dire on est au Forum du numérique, venez nous voir. Et là, on a rencontré absolument tout le monde parce qu'on n'a plus aucune, on n'a plus aucune crainte puisqu'on avait notre flyer. Donc, on allait voir tous les gens qu'on ne connaissait absolument pas en leur disant au fait, on est au Forum du numérique, on a un stand avec les Digital Women. N'hésitez pas à venir nous voir et on donnait un flyer. Et là, dans 60% des cas, ça entamait une discussion. Et donc, dans 60% des cas, on rencontrait quelqu'un, on faisait un échange de cartes de visite, potentiellement de réseaux sociaux, qu'on n'aurait pas fait si on n'avait pas eu ce flyer dans les mains. Parce que si on ne l'avait pas eu, on serait resté dans notre zone de confort, qui est très, 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 très agréable, et on ne serait pas allé voir les autres. Donc, pensez vraiment à ça, même si j'aime pas trop le papier, parce que c'est évident qu'on évite de faire du papier, mais il faut vraiment se dire toujours alibi, qu'est-ce qui va m'aider à aller voir les gens? Et soit je suis très à l'aise et je suis capable dans un apéro d'aller voir tout le monde comme ça très naturellement, soit je le suis un petit peu moins. Et dans ce cas, quels sont les outils qui vont m'aider à y aller plus aisément? Est-ce que c'est clair? Ok, super. Hop. Une fois que vous avez posé tout ça, vous allez pouvoir construire votre plan de communication. Donc, votre plan de communication, c'est les bons outils sur les bons supports, avec les bons supports, diffusés sur les bons médias et évidemment avec le bon message. Alors, cette liste n'est pas forcément exhaustive, mais ce qui est important, c'est que vous vous posiez tous les outils dont vous pouvez avoir besoin. Tous les outils que vous avez vus sur votre marché. Donc là, je vous ai mis carte de visite, de fidélité, signature email, ne l'oubliez pas. Votre signature email, elle est systématiquement, à chaque fois que vous envoyez un email, on la verra. Donc, mettez-y des informations clés et changez-la aussi potentiellement régulièrement. Une signature email comme une couverture de réseaux sociaux, comme une couverture Facebook, c'est l'équivalent de votre vitrine quand vous avez un commerce. Et une vitrine, elle doit changer tous les 15 jours pour que le chaland, il voit la différence et que d'un coup, il ait envie de s'arrêter. Et donc, cette signature email, elle doit aussi changer régulièrement parce qu'il faut que quand vous envoyez des emails, plusieurs emails à des personnes, ils disent « Ah tiens, il y a un truc nouveau ». Et du coup, ça les incite à cliquer dessus. Donc, votre signature email est très importante. Vous pouvez y mettre plein d'informations essentielles. Ensuite, vous allez avoir potentiellement votre plaquette, votre flyer, vos affiches, peu importe, des outils vraiment papier. Vous allez avoir votre site internet, bien entendu. Vous allez identifier, pourquoi pas, des blogs, des forums, des annuaires très importants sur lesquels vous allez pouvoir poster des informations vous concernant.
Vous avez bien sûr vos réseaux sociaux. Alors là, ils sont un petit peu perdus au milieu du reste, hein, mais ils sont, ils sont presque en pole position quand même. Hein, donc oui, c'est pas, ils ne sont pas normalement en plein milieu comme ça. Vous allez avoir vos emailing, communiqué de presse et dossier de presse si vous voulez avoir une démarche influenceur journaliste. Vos événements internes, externes. Alors, quand je dis interne, externe, interne, ça veut dire les événements que vous allez réaliser pour votre société. Et externe, ça veut dire les événements auxquels vous allez participer. Est-ce que vous allez faire des salons? Est-ce que vous allez faire des rendez-vous externes, etc., etc. Donc ça, les événements sont très importants. Pour les événements, je fais une parenthèse, mais qui est valable pour tout. J'ai suivi une formation il y a 1 an ou 2, 1 an je pense, qui disait si vous ne prenez pas de risques, vous n'aurez jamais de résultats. Vous n'aurez jamais de résultats différents. Donc pensez à prendre des risques. Pensez à vous dire peut-être qu'il faut que je fasse ce salon-là parce que c'est le moment, parce que je dépense un petit peu d'argent pour faire ce salon, mais je sais que je vais rencontrer X personnes pendant ce salon qui vont avoir de l'intérêt pour moi. Donc je prends le risque de dépenser un peu d'argent, mais au final, je me positionne, je prends une nouvelle position dans mon entreprise et donc j'ai une chance qu'il y ait un retour extrêmement positif. Donc ça, c'est très important. Ensuite, vous allez avoir vos relations publiques, éventuellement de la radio ou toute autre publicité locale. Alors ça dépend. Moi, je ne suis pas fan de la radio parce que à chaque fois que je l'ai fait, ça n'a pas été très concluant. Mais si vous avez un pote dans une radio qui vous fait une pub pas chère et très récurrente, j'ai envie de dire pourquoi pas. Vos documents administratifs. Alors, vos documents administratifs, c'est très important aussi parce qu'on n'y pense pas forcément, mais quand vous envoyez une facture, si en bas de votre facture, vous arrivez à rappeler quels sont les différents métiers, les différents services que vous proposez, c'est quelque chose que les gens vont voir plusieurs fois, vont voir à chaque fois que vous leur envoyez un document. Et donc, petit à petit, ils vont se dire « Ah, mais oui, mais c'est vrai, elle fait aussi de l'organisation d'événements. » Ou « Ah, mais oui, c'est vrai, elle fait aussi telle et telle chose. » Donc ça, c'est important. Et ensuite, vous allez avoir votre signalétique. Et dans la signalétique, je vous rajoute l'emballage. L'emballage, pensez aux détails. Pensez aux détails. Pensez à la petite carte qui dit merci. Pensez potentiellement au papier de soie. Pensez vraiment à ce que ce soit le plus premium possible parce qu'on est dans un monde de service et chacun veut encore une fois vivre son expérience. Et quand il vit son expérience, l'emballage fait partie de l'expérience. Vous savez, le cadeau. Le cadeau. Je me suis offert quelque chose et quand je l'ouvre, je me fais plaisir. Et ça, c'est très important. Hop. Bonjour Greg. Ah, on a un homme. Ouh, avec Yvan. Alors, ensuite, une fois que vous avez fait votre liste, donc potentiellement, vous aurez d'autres outils à ajouter. Vous devez vous dire, par rapport à vos cibles, est-ce que ces outils vont être utiles pour mes prospects? Est-ce qu'elles vont être utiles pour mes prescripteurs? Est-ce qu'elles vont être utiles pour mes clients, pour les influenceurs, pour mes partenaires ou éventuellement pour mes salariés? Alors là, on passe très vite sur des notions de prospects, prescripteurs, parce que sinon, il nous faudrait une semaine de formation. Hein. Mais ça, voilà, c'est important de vous dire, OK, j'ai tous mes outils, j'ai toutes les personnes que ça peut intéresser, que je peux toucher grâce à ces outils. Je fais des croix, déjà, pour commencer, c'est déjà pas mal. Ensuite, une fois que j'ai fait des croix, hop, je me dis, est-ce qu'à chaque fois, je vais faire sur ces outils de la notoriété, de la prospection ou de la fidélisation? Et puis surtout, je vais mettre des dates, quand est-ce que je vais créer tel ou tel outil, et puis un budget. Parce que pour certains de ces outils, vous allez avoir besoin de faire appel à des personnes, vous allez avoir besoin de faire potentiellement de la publicité, et donc vous devez mettre en place un budget pour savoir où vous allez. Alors, les dates, pour l'instant, on est sur des dates qui sont très générales. À quel moment je fais ma plaquette, à quel moment je finalise mon site internet. Encore une fois, vous êtes sur votre plan de com de lancement, donc on est vraiment sur quels outils je mets en place au démarrage. Mais après, vous aurez des dates à mettre en place aussi sur, OK, je fais mon dossier de presse, j'ai fait mon communiqué de presse, mais si je veux avoir une campagne de presse intelligente, il faut que je communique tous les mois. Apparemment, Christelle Regana, qui est attachée de presse, qui est en ligne, tu peux me contredire. Il faut donc en tout cas que je sois récurrente dans ma démarche de relation presse. Et donc, je dois mettre d'autres dates pour chacun, pour tous les outils qui vont nécessiter une récurrence. Je dois mettre d'autres dates
qui vont être des dates pour le coup sur l'année, sur les 6 mois à venir. Alors moi, les plans de com, j'aime bien les faire sur 6 mois parce que je trouve que à 6 mois, on a toujours besoin de se re-questionner, de se reposer voilà, de reposer les bases de tout ce qu'on a fait, de se dire ok, il s'est passé telle chose les 6 premiers mois, comment j'enchaîne les 6 prochains. Donc je fais rarement des plans de com sur un an parce que je trouve que c'est trop long et que finalement ça a moins de sens. Mais ça, après, chacun le fait comme il le sent. Est-ce que c'est clair? Alors, Svenja adore le plan de com, donc super. Super. Hop. Béatrice, c'est OK. Linda, oui, la Libye. Moi aussi, j'adore la Libye. J'adore. Et je me le redis régulièrement parce que ça m'aide à communiquer personnellement. Ok, super. Parfait, donc on continue. Alors, donc on a posé, on a presque réussi à poser votre stratégie en moins d'une heure. On est très fort. Donc, vous posez toutes vos bases et maintenant vous vous posez la question de OK, mais en termes de communication concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce qu'il va falloir que je fasse? Quels sont les basiques, hein, ce que j'ai écrit, les basiques de la com que je dois mettre en place pour que tout ça, ça marche? Alors, là, on a plusieurs choses. La première, c'est vous devez placer l'humain au centre. On est en 2020, on le répétera jamais assez. L'humain, l'humain, l'humain. Alors là, je vous ai mis 4 points différents. L'humain au centre de quoi? De votre stratégie. Votre marketing doit être orienté expérience et non produit. Donc ça fait quelques années qu'on le dit. Avant, quand je dis ça, j'ai l'impression d'avoir 80 ans, mais on l'a vécu. Hein. Avant, on était dans une démarche marketing produit, où tout était orienté autour de qu'est-ce que ce produit fait. Aujourd'hui, on est dans une démarche de marketing orientée expérience. Donc, on s'en moque presque de ce que fait le produit. Enfin, en tout cas, ce qu'il fait en tant que tel n'a pas de sens. En revanche, qu'est-ce qu'il va m'apporter comme expérience? Qu'est-ce qu'il va me faire ressentir aura du sens. Et c'est ça qui va aujourd'hui faire la différence. Donc, l'humain au centre de votre stratégie avec un marketing orienté expérience, l'humain au centre de votre message. Donc, ça veut dire quoi au centre de votre message? Ça veut dire que chacun de vos mots, et là, Bénédicte confirmera certainement, dans chacun de vos mots, vous devez raconter une histoire. Vous devez faire du storytelling. Alors, encore une fois, je passe hyper vite sur cette notion parce qu'il nous faudrait une semaine de formation pour parler de storytelling. Mais l'idée, c'est voilà, à chaque fois, vous devez vraiment mettre l'humain au centre et raconter une histoire. C'est très important. C'est vraiment ce qui fait que… D'ailleurs, c'est assez amusant, mais quand on regarde les grandes marques, ça fait quelques années qu'elles ont toutes quelques années. Et alors maintenant, avec le confinement, c'est très, très visible, presque encore plus. Mais elles ont toutes fait ce virage à 180 degrés où elles parlaient, où elles avaient un discours qui était, encore une fois, très orienté produit, très unilatéral. Et elles sont, toutes les grandes marques, rentrées dans ce storytelling. Donc, elles racontent toute une histoire. Il y a des publicités aujourd'hui qui sont très flagrantes là-dessus. On voit qu'on est vraiment dans l'émotion. Et ça, c'est très important. Mettez de l'émotion dans chacune de vos communications. Ensuite, un troisième point dans lequel vous devez placer l'humain au centre, c'est vos images. Vous devez choisir des photos avec des hommes. Alors là, je vous ai mis une série de photos qui, évidemment, est une banque d'images. Juste le point d'avant, on en reparlera. Mais à minima, au minimum, vous devez mettre des photos d'humains. Vous devez choisir des photos où on va avoir quelque chose qui va vous faire ressentir une présence humaine. C'est très important parce qu'on est dans un monde hyper dématérialisé et que cet humain nous rassure et nous donne envie de nous identifier. Donc, placez vraiment de l'humain au centre de tous vos messages. Et puis, dernier point, au centre de votre personal branding, bien entendu, alors ça paraît extrêmement logique, on ne peut pas faire personal branding sans humain, mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous devez communiquer avec votre visage, avec votre corps. Alors ça, c'est Linda qui disait l'autre jour, n'hésitez pas à mettre vos mains, par exemple, c'est très important. Il faut que votre humain ressorte dans votre personal branding.
Vous ne pouvez pas faire du personal branding uniquement sur votre… alors, c'est terrible ce que je vais dire, mais vous ne pouvez pas faire de personal branding uniquement sur votre cerveau, quelque part, et uniquement donc en écrivant des choses intéressantes. Ce sera très bien, mais ce ne sera pas suffisant. Il faut que vous mettiez de l'humain au centre de tout ça. Et avec vos yeux, ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans votre personal branding, vous mettez aussi ce que vous voyez. Parce que parfois, on n'a pas forcément envie de se mettre en photo soi-même. On n'a pas… voilà, ça, c'est acceptable. Moi, je trouve ça acceptable. Mais il faut du coup que vous mettiez ce que vous voyez au centre de votre communication. Parce que c'est vos yeux à vous et c'est ça qui va donner du sens plutôt que d'avoir des images, deux banques d'images telles que je vous les ai mis là. Hop, je vous repousse. Ensuite, deuxième basique, il faut que vous soyez présent en continu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quel que soit le média, c'est la récurrence qui va faire la réussite. Quel que soit là où vous voulez être, que ce soit sur du numérique, que ce soit sur du print, peu importe, que ce soit dans les réseaux en oral, en communication orale, il faut que vous soyez présent en récurrence. Parce que c'est ça qui fera qu'on va vous reconnaître, qu'on va reconnaître votre produit et qu'on va se dire « Ah ben oui, tiens, un tel, je l'ai vu plusieurs fois. Ah ben oui, tel produit, je l'ai eu dans ma boîte aux lettres plusieurs fois. » Et l'idée, c'est toujours de se dire « Première fois, on ne tombera pas au bon moment. Deuxième fois, on ne tombera pas au bon moment. Troisième fois, peut-être pas non plus. Et puis quatrième, on va tomber à un moment où la personne se pose des questions par rapport à ce que vous proposez. Et puis la cinquième, il se posera plus que des questions, il sera déjà dans sa démarche de recherche. Et donc, si vous n'êtes pas là en continu, quelqu'un d'autre y sera et prendra votre place au moment où la personne, votre prospect en a besoin. Donc ça, c'est très important. Soyez vraiment là tout le temps. Tout le temps. Donc, vous êtes là dans les réseaux, dans les apéros, vous y êtes régulièrement. Vous êtes là sur les réseaux sociaux, vous y êtes régulièrement. Et si vous décidez de faire du print, donc du flyer ou peu importe, vous êtes là également régulièrement. C'est très important parce que c'est vraiment ça qui fera votre réussite, quoi qu'il arrive. Christelle retiendra les yeux. Oui, Christelle est opticienne. Donc, oui, super. Ensuite, quelques basiques de l'écriture. Premièrement, toujours se mettre à la place du novice. Dites-vous que votre futur client, premièrement, il ne vous connaît pas. Deuxièmement, le jargon de votre métier, il ne le maîtrise pas. Et puis, j'ai envie de dire, il s'en moque complètement. Donc, soyez explicite, vulgarisez au maximum votre discours parce que c'est ce qui fait que votre client arrivera à vous comprendre et donc, du coup, aura envie de faire appel à vous. Alors, ça, c'est un discours qui est très orienté général parce qu'évidemment, si vous avez un métier qui est extrêmement pointu, extrêmement technique, bon, là, vous aurez quand même votre discours technique et ce sera normal et on vous le pardonnera parce que c'est ce qui fera votre expertise et c'est ce qui fera que vos pairs vous comprendront et se diront « Ok, cette personne-là, elle a du sens pour moi ». En revanche, à partir du moment où vous êtes sur du B2C, donc des consommateurs finaux, là, vous devez absolument avoir un discours qui est le plus vulgarisé possible pour que la majeure partie des gens vous comprennent. Alors, je regarde, j'ai une question en même temps. Alors, Isabelle pose une question, est-ce qu'on utilise le je ou le nous en écriture? Alors, moi, je dirais que ça dépend. Ça dépend, ça dépend de là où vous communiquez, ça dépend de votre stratégie de com, pour le coup. Moi, sur certains de mes réseaux, je vais écrire nous parce que j'estime que nous sommes une équipe, qu'on travaille ensemble. Et puis sur d'autres choses, je vais écrire le je. Le nous peut rassurer parce que ça veut dire qu'il y a du monde derrière. Mais parfois, encore une fois, parfois, c'est vous qui allez devoir parler. Donc, c'est le jeu qui va être important pour montrer que c'est votre parole à vous. J'espère que ça a répondu à votre question. Donc, premièrement, toujours vous mettre à la place du novice. Deuxièmement, utiliser la règle des 5 W. Alors, la règle des 5 W, c'est who, what, why, where et when. Géraldine, je pense qu'on avait déjà vu ça en formation. Oui. Donc, les 5 W, c'est qui propose ce produit. N'oubliez pas, à chaque fois que vous allez rédiger quelque chose, de bien montrer que c'est vous.
Sinon, ça n'a pas de sens. Qui propose ce produit? Ça, c'est quelque chose qui est important parce que ça va rassurer votre client potentiel. Si, quand on voit quelque chose, quand on voit un produit, on n'arrive pas à identifier qui le propose, on se dit, ce truc-là, ça doit être une arnaque. Donc, du coup, on n'aura pas confiance et potentiellement, on n'ira pas jusqu'au bout du processus d'achat. Donc, qui propose ce produit? Quel est ce produit? Expliquez-le clairement, encore une fois. Où puis-je le trouver? Parce que, alors, et c'est arrivé, hein, c'est arrivé de voir des documents où finalement on vous parlait d'un super beau produit, mais on ne savait pas où il fallait aller l'acheter. C'est quand même assez incroyable. Quand est-il disponible? N'oubliez pas de mettre des dates. Les dates sont importantes. Alors, elles sont importantes à plusieurs titres. Elles sont importantes parce qu'il est important de dater les choses en général. Et puis, elles sont importantes parce qu'à partir du moment où en marketing, en écriture de vente, à partir du moment où on va mettre une date, on va donc déclencher une notion qui va être une notion d'urgence. Et à partir du moment où on va déclencher une notion d'urgence, eh bien, les gens vont avoir envie de se procurer cette chose plus vite et donc, du coup, vont consommer plus rapidement. Et puis, une dernière question qui, pour moi, est la plus importante, c'est le pourquoi. Pourquoi je le veux? C'est ça qu'il faut que vous arriviez à chaque fois que vous écrivez quelque chose. Pourquoi ce produit-là va vous convenir? Pourquoi ce produit-là est adapté à votre besoin? Et c'est le pourquoi, encore une fois, parce qu'on est dans cette notion d'expérience qui va faire la différence. Donc, le pourquoi est très, très important. Une fois que vous avez ces 5 W, toujours dans l'écriture, vous allez devoir respecter le sens de lecture. Donc, le sens de lecture, c'est le comportement de l'œil face à un document, alors qu'il soit numérique ou qu'il soit papier. Le comportement va toujours être le même en Occident. Donc, à partir du moment où on lit de gauche à droite et où on lit de haut en bas. Dès qu'on va être sur d'autres langues, forcément, le sens de lecture ne sera évidemment plus le même. Donc, ce qu'il faut retenir par rapport à ce sens de lecture, c'est que la première chose qu'on regarde, c'est toujours en haut à gauche. Toujours, systématiquement. Là, vous voyez, mon titre, il est en haut à gauche. Il n'est pas en bas à gauche, il est en haut à gauche. Et ça sera vrai tout le temps. Et la dernière chose que l'on regarde, c'est en bas à droite. Et donc, en bas à droite, ça veut dire qu'il faut que là, vous mettiez ce qu'on appelle votre call to action, c'est-à-dire la chose qui va, l'appel à l'action, ce qui va vous faire en sorte que votre prospect, il va aller jusqu'au bout de son process de contact, d'achat, peu importe. Donc, on commence toujours en haut à gauche, on finit toujours en bas à droite. C'est très important parce que c'est le sens de lecture que tout le monde aujourd'hui utilise. Donc ça, pensez-y systématiquement. Donc là, vous avez 3 règles d'écriture de base auxquelles il faut toujours penser quand vous rédigez un document, qu'il soit papier ou numérique. Ensuite, vous avez une deuxième règle d'écriture. Alors là, je l'ai nommée copywriting. Alors, c'est une hyper vieille méthode, la méthode AIDA. Alors, encore une fois, on pourrait passer la journée sur AIDA. J'adore cette méthode parce que même si elle est très, 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 très vieille, il faut systématiquement se la remettre à l'esprit. AIDA, c'est quoi? C'est A pour attirer l'attention. Je dois, attirer l'attention de mon interlocuteur. Ça va être avec une image sur un réseau social. Ça va être avec une couleur. Ça va être en mettant par exemple des emojis sur les réseaux sociaux. On les met parce que leur couleur va attirer l'attention. Ça va être en ayant une phrase d'accroche percutante, bien entendu. Quelque chose qui me dit « Ah, je vais m'arrêter sur ce document et je vais le lire. » Pour l'instant, j'en sais pas plus. Mais je sais que ce document-là, il a capté mon attention. Il me donne envie d'aller plus loin. Une fois que vous avez réussi à capter l'attention de votre interlocuteur, vous devez susciter son intérêt. Susciter son intérêt, ça veut dire répondre à sa question, répondre à son besoin. Ok, donc je vous ai capté en vous disant que j'allais vous donner des informations sur communiquer et créer son entreprise. Derrière, je vous donne 3-4 clés de quoi on va parler. Et je vous montre, en vous mettant les points clés sur lesquels on va communiquer, on va parler, que je vais répondre à cette première problématique. Donc là, je suscite votre intérêt et là, vous allez vous dire « Ah bah oui, effectivement, ce truc-là, ça m'intéresse, je pense que j'en ai besoin. »
Ensuite, on va passer à une phase qui est un petit peu plus compliquée, c'est déclencher le désir. Alors, le D pour désir, ça veut dire qu'une fois que vous avez attiré l'attention de la personne, que vous avez répondu à sa question, il va falloir que cette personne, elle se dise « Ah ouais, mais vraiment, j'ai très, très, très envie d'avoir ce produit. J'ai très, très, très envie de faire comme eux. » Souvent, on va mettre… l'autre jour, j'étais invitée sur un groupe, il y avait écrit « Déjà 130 personnes nous ont rejoints ». Bon, bah, ce déjà 130 personnes nous ont rejoints, c'est fait pour déclencher le désir. C'est encore une fois ce qu'on appelle, euh, comme, euh, comme ce dont je vous parlais juste avant sur sur la notion de date, ça va être du nudge marketing. Alors pareil, vous pouvez lire un livre là-dessus parce qu'on pourrait passer des semaines là-dessus. L'idée, c'est de donner à la personne la sensation que enfin la sensation, pas forcément d'ailleurs, parce qu'on le fait toujours quand on est en accord avec ses valeurs, on le fait pour donner un service à la personne. Mais l'idée de déclencher le désir, c'est ah ouais, il y en a d'autres qui l'ont, je le veux aussi. Ou il y en aura bientôt plus, donc je le veux maintenant. Ou c'est super inspirant, donc j'ai envie d'y être dans cet univers-là. Voilà, j'ai envie que moi aussi de profiter de ça. Et ensuite, vous avez votre A, qui est le passage à l'action, le passage à l'achat, le passage à l'acte, peu importe. Moi, je mets action parce qu'une écriture ne va pas forcément déclencher un achat. Elle peut déclencher des tas d'autres choses. Surtout aujourd'hui, avec l'animation des réseaux sociaux, une écriture, elle ne déclenchera pas forcément de l'achat du tout. Elle va plutôt déclencher de l'action, des commentaires, des partages, etc. Donc, ce passage à l'action, en termes d'écriture, ça va être 10% de votre travail. Parce que ce passage à l'action, il est très rapide à écrire finalement. C'est juste contactez-moi ou cliquez ici ou pour en savoir plus. Ça va être juste ce bouton qui fait que la personne va aller jusqu'au bout de sa démarche. Mais si vous la loupez, vous perdez l'intégralité du travail que vous avez fait avant. Parce que si vous avez bien attiré l'attention, bien suscité l'intérêt, bien déclenché le désir et que derrière, pouf, ça retombe, et ben c'est comme un soufflet, ça ne sert plus à rien. Vous avez fait quelque chose de bien, certes, mais il ne se passera pas ce qui doit se passer, à savoir une prise de contact, un achat, peu importe, mais quelque chose qui va finaliser cette action. Donc cette méthode AIDA qui date, je pense, des années 70, enfin c'est vraiment, peut-être même avant, j'en sais rien, mais oui, très 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 ancienne. Moi j'adore la réutiliser tout le temps, parce qu'à chaque fois qu'on va faire un document, l'autre jour je rédigeais pour une cliente des emails de prospection, des emails de prise de rendez-vous. Et typiquement, hop, on se repose la question, ok, comment j'attire l'attention? Comment je suscite l'intérêt? Comment je déclenche le désir? Et enfin, comment je passe à l'action? Et ça, c'est très, très important de se reposer ces questions à chaque fois. Alors, j'ai une question de Karine. Alors, j'ai du mal avec le clic qui aboutit sur une autre page, ne sais pas faire. Alors, vous ne savez pas comment faire un clic qui arrive sur une autre page? C'est ça, Karine? Oui. Alors, du coup, si c'est du développement, il faudra en parler après avec Sonia, parce que l'idée, c'est effectivement sur ce passage à l'action, ce qui est alors, ça va dépendre de ce que l'on fait, mais quand vous voulez ouvrir une autre page, il ne faut jamais fermer la page en cours, sauf quand on est dans un schéma d'achat déjà. Mais on pourra en parler plus tard avec Sonia, Karine, parce que je pense que là, pour le coup, c'est une question de développement, donc on ne pourra pas en parler aujourd'hui. Enfin, en tout cas, pas dans cet échange. Aïda, c'est bon pour tout le monde? Ok. Super, merci. Alors ensuite, le pitch. Donc le pitch, il doit être clair, ça veut dire pas de termes techniques. Crédible, ça veut dire pas de survalorisation. Je dis toujours, j'ai une amie… Ah, attendez, c'est quelqu'un qui n'est pas en mute. Qu'est-ce que c'est hop, hop. Je vérifie juste parce que j'en entends. Hop, hop. Non, c'est bon? Bon, j'ai l'impression d'entendre quelqu'un, mais tant pis. Hop. Voilà. Donc, le pitch, il doit être clair. Ça veut dire… Oh, pardon. Ça veut dire peu de termes techniques. Il doit être crédible. Donc, ce que je vous disais, c'est que j'ai une amie qui est esthéticienne, que j'adore, enfin, qui n'est pas esthéticienne, qui est masseuse,
que j'adore et qui masse extrêmement bien. Mais à chaque fois qu'elle va dans un réseau, dans des apéros, elle dit « je suis la meilleure masseuse du monde ». Bon, eh bien, même si c'est peut-être vrai, parce qu'après tout, on n'en sait pas vraiment grand-chose, peut-être qu'elle est la meilleure masseuse du monde, rien que le fait de dire ça, il faut le prouver derrière, ma cocotte, que tu es la meilleure masseuse du monde. Et dans ton pitch, quand tu avances autant de valeur, ça devient un petit peu dangereux, un petit peu risqué. Et puis surtout, les gens, malheureusement, a priori, n'ont plus envie d'écouter. Donc, il faut faire attention à cette crédibilité, c'est-à-dire de ne pas se survaloriser. Vous pouvez dire avec beaucoup d'humour que vous êtes la meilleure masseuse du monde, mais derrière, il faut enchaîner. Il faut vraiment maîtriser son enchaînement, c'est important. Ensuite, il faut être concis. Vous mettez des idées clés, des exemples concrets. Et ensuite, il faut être cohérent. Cohérent, ça veut dire quoi? Ça veut dire authentique, passionné. Alors, dans cohérence, moi, je mets authentique et passionné. Ça veut dire qu'il faut que, encore une fois, ce pitch il soit cohérent avec vous-même. Si vous êtes en train de pitcher quelque chose dont vous ne croyez pas du tout au résultat ou en général, si vous n'y croyez pas, vous n'y arriverez pas. Vous n'arriverez pas à convaincre quelqu'un qui est en face de vous si vous-même, vous n'êtes pas convaincu. Donc, il faut absolument que votre pitch soit cohérent. Ça veut dire que ce ne soit pas un discours appris par cœur et ça veut dire qu'il démontre vraiment votre passion pour ce que vous faites. C'est très important. Et dynamique. Dynamique, ça veut dire susciter l'interaction. Typiquement, si vous faites votre pitch et puis que vous avez tout dit en 30 secondes et puis que derrière, il n'y a aucun questionnement qui arrive, votre pitch, il est sympa quand on fait un tour de table en formation, mais quand vous faites ce pitch en réunion, en apéro, etc., il n'aboutira pas. Il n'aboutira pas parce qu'il ne suscitera pas d'interaction. Ensuite, sur votre pitch, encore une fois, on peut passer une journée sur le pitch, mais l'idée, c'est d'écouter toujours votre interlocuteur, d'essayer toujours d'écouter votre interlocuteur et de rebondir. Vous ne direz pas forcément la même chose en fonction de ce que votre interlocuteur va vous dire, vous n'allez pas rebondir de la même façon. Et donc, c'est très important, le plus possible, de l'écouter pour pouvoir rebondir après sur des points qui vont l'intéresser plus que votre pitch tout appris par cœur, tout beau, tout clair, parce que ça, finalement, ça n'aura aucun sens. Donc, faites très attention à ça. J'ai Yvonne qui dit le pitch, vaste sujet. Oui, très, très vaste sujet. Après, il y a des personnes qui sont vraiment spécialisées pour vous aider à pitcher. Je ne sais pas si Yvan fait ça. Je ne sais pas s'il est encore en ligne parce que je ne vois pas tout le monde puisque j'ai la présentation en plein écran. Mais effectivement, le pitch, c'est un vaste sujet. Et alors moi, ce que je dis toujours, c'est entraînez-vous à pitcher devant votre glace, hein, parce qu'il n'y a pas de meilleur moyen que de vérifier si son pitch est OK. Vous pouvez aussi vous entraîner à pitcher avec votre téléphone. Hein. Filmez-vous. Pensez aux différentes questions qu'on peut vous poser. Et puis, vous allez tester votre pitch, surtout si vous êtes en création. Vous allez le sortir une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois. Et puis, vous allez voir si dans l'œil de votre interlocuteur, il se passe quelque chose. S'il ne se passe rien, c'est qu'il faut changer. C'est qu'il faut changer rapidement. Et puis, il y a des phrases qui vont marcher sur lesquelles vous pouvez, vous appuyer pour construire encore plus votre pitch parce que vous allez vous rendre compte que ces phrases-là marchent. Mais à moins d'être très, très fort, on réussit quand même rarement à faire un pitch parfait au tout début de son activité. Il faut le tester, il faut aller dans des rendez-vous, dans des réunions, faire des formations, etc. À chaque fois, on teste de nouvelles choses et on voit ce qui marche et ce qui déclenche de l'interaction et du questionnement derrière. Ensuite, je vous ai mis un slide. Alors, encore une fois, j'ai mis un slide, évidemment. Hein, on pouvait passer des heures dessus. Communiquer par l'événement. Communiquer par l'événement, et je vous ai mis un petit smile, et faire en sorte qu'il soit Instagrammable. Ça veut dire que faites le plus d'événements possible, mais même des événements anodins. Alors, vous, quand vous allez faire quand vous lancez votre activité, si c'est une boutique, vous faites absolument, sûrement, inévitablement une inauguration. Mais pas forcément une inauguration en grande pompe avec du champagne pour 200 personnes. Hein, on ne parle pas forcément de ça. Mais le minimum, ça va être un apéro avec les voisins, commerçants. Ça va être de faire venir des amis. Mais quitte à manger, enfin, encore une fois, le mieux est l'ennemi du bien. Et il vaut mieux que vous fassiez, si vous avez un petit commerce,
un petit événement avec 4 pizzas et 5 bouteilles sympas et vous dites à des amis d'amener une bouteille de vin, plutôt que de ne rien faire, ça c'est une évidence, sous prétexte que vous n'avez pas le budget. Après, en fonction de votre business, en fonction de ce que vous lancez comme activité, il est évident que du coup, vous ne mettrez pas en face les mêmes choses. Typiquement, j'ai un client qui a fait l'inauguration d'un nouveau labo alimentaire. Il a fait une inauguration avec le maire, avec un groupe de musique, avec un photographe, etc. etc. parce qu'en fonction de l'importance, oui, de l'ouverture, de l'inauguration, on ne mettra pas le même budget en face. En revanche, même un tout petit, il faut absolument le faire. Il faut absolument le faire. Et plus c'est petit, plus il faut avoir des idées. Avoir des idées pour que les gens déjà aient envie de venir et pour que les gens aient envie de dire qu'ils sont là. Parce que, encore une fois, votre événement, c'est un alibi. C'est un alibi pour que les gens vous connaissent, mais que les personnes qui ne sont pas forcément là vous découvrent aussi. Donc, l'idée, c'est de faire en sorte que les amis de vos amis entendent parler de vous. Et cet événement va vous servir à ça. Donc après, des événements, vous pouvez en faire des tas. Moi, l'année dernière, à Pâques, j'ai fait une dégustation de chocolat. On peut faire une dégustation, une soirée Beaujolais nouveau. On peut faire un nouveau produit. Tout un tas de choses sont possibles à faire. L'idée, c'est qu'à chaque fois, l'événement, il va être là pour montrer à vos clients que vous les chouchoutez, déjà, que vous vous occupez d'eux, que vous avez envie qu'ils soient bien. Donc, encore une fois, il faut que ce soit en accord avec votre ADN, mais c'est quand même mieux d'aimer ses clients parce que sinon ça ne marchera pas. Hein. De toute façon, il faut se rendre à l'évidence. Donc, cet événement, il va vous permettre vraiment de montrer à vos clients que vous les chouchoutez. Il va vous permettre d'être visible. Il va vous permettre d'être potentiellement plus visible que les autres. Et il va vous permettre de rebondir sur les réseaux sociaux parce que vous allez tout faire pour que vos clients, une fois qu'ils sont dans votre événement, ils aient envie de communiquer sur vous. Alors, ça va être en mettant un mur de photos, ça va être en faisant une boîte à selfie, ça va être, peu importe, tout un tas de choses, en faisant un concours, avec un concours photo pour après l'événement, etc., etc. Toutes les idées sont bonnes pour que votre événement soit le plus partagé possible. Alors, aujourd'hui, on est confiné, mais ce n'est pas pour ça qu'on ne doit pas faire d'événements, parce que si ce n'est pas des événements physiques, ça peut être des événements virtuels. Et là, avec tous mes amis de la communication, tous les confrères, on fait tous des événements en ce moment virtuels. Et vous avez des tas de personnes qui vont faire en ce moment des tutos, quel que soit leur métier. Hein, on a des coiffeurs qui font des tutos comment se coiffer tout seul. Exactement, Béa, comme je suis en train de faire. L'idée, c'est pas parce qu'on est chacun chez soi qu'on doit arrêter de faire de l'événement. Et j'ai même envie de dire au contraire, c'est maintenant qu'on doit en faire encore plus. Parce que c'est en ce moment, oui, Géraldine, les soirées blind test aussi, parce qu'en ce moment, on doit vraiment montrer qu'on est là, montrer qu'on est vivant. Et alors, il y a ceux qui sont en vacances, il y a ceux qui malheureusement ne peuvent pas travailler, il y a ceux qui ont un métier très difficile et qui sont obligés d'être dehors, et puis il y a ceux qui sont à la maison, qui peuvent faire du télétravail, qui peuvent continuer à avoir une activité, et la plupart d'entre nous en font partie. Et donc, il faut montrer qu'on est là et qu'on continue à avoir une activité le plus possible. Et ce qui n'est que partie remise, parce qu'après, vous pourrez créer des événements en visuel et du coup, en réel, et du coup, ce sera encore plus percutant. Alors, forcément sur Instagram. Non, pas forcément sur Instagram. En fait, c'est un petit peu une blague. Enfin, une blague et non, hein. Mais de dire que votre événement doit être Instagrammable, ça veut dire qu'il doit être beau. Ça veut dire que vous devez… alors, quand c'est un événement physique, hein, parce que bon là, en l'occurrence, Isabelle, voilà, ça veut dire que vous devez faire en sorte… Moi, l'année dernière, j'ai fait les 5 ans de mon agence. Eh bien, pour les 5 ans de l'agence, j'avais fait un mur, par exemple, où j'avais accroché les cartes, j'en ai plus là d'ailleurs avec moi, où j'avais accroché les cartes les cartes des 5 ans de l'agence. Je les avais mises partout, alors c'est sur mon mur, donc j'avais accroché ça dans mes plantes, et on se prenait en photo devant le mur, et après, normalement, j'étais censée les poster. Bon, il s'est mis à pleuvoir, donc du coup, j'ai pas pu continuer mon mur de photos, mais l'idée, c'est de se dire, qu'est-ce que je vais mettre
comme ateliers qui vont être assez fun pour que les gens aient envie de se prendre en photo dessus ou même de partager sans être forcément en photo dessus. Ok, Yvan. Donc, est-ce que toi, donc Yvan me dit qu'il ne pouvait pas répondre, mais qu'il a entendu pour le pitch. Est-ce que toi, Yvan, c'est quelque chose que tu fais aider les entreprises à travailler sur le pitch, sur leur pitch? Pas du tout. Bon, bah, pas du tout. Donc c'est pas grave. C'est pas grave. Ok, plutôt sur leur pourquoi. D'accord. Ok, super. Merci, Yvan. Donc, de toute façon, si vous avez des questions sur le pitch, n'hésitez pas aussi après cette formation pour qu'on en parle. Alors, communication numérique pour les nuls. Donc, évidemment, vous vous doutez bien que là, ce sera un aperçu, mais hyper condensé de votre communication numérique. Premièrement, alors j'adore ce slide. J'adore ça, je trouve ça très, très amusant. Il y a une étude Microsoft qui a été réalisée en 2015 qui disait qu'en 2000, la durée d'attention d'un humain était de 12 secondes sur le web, qu'en 2013, elle était de 8 secondes et que pour info, la durée d'attention d'un poisson rouge est de 9 secondes. Donc, je trouve ça très, très, très amusant, enfin, ou pas d'ailleurs, parce que ce n'est pas forcément très drôle. Mais l'idée, c'est de se dire, OK, on est dans un monde où tout va extrêmement vite. Et même si en ce moment, on se pose un peu, numériquement, ça va quand même extrêmement vite et ça continue d'aller à toute vitesse. Et donc, vous voyez vos téléphones là, hop, quand vous êtes sur un réseau social typiquement, ou quand vous êtes même, quand vous essayez d'aller sur un site internet, vous allez aller, il faut que ça catche tout de suite votre attention. Il faut que tout de suite, vous n'ayez pas envie de scroller à ce moment-là. Donc, on est dans un monde où on fait comme ça. Hein. Voilà, nos doigts ont l'habitude maintenant de faire ça. Nos enfants sont nés avec ce mouvement, d'ailleurs. Voilà. Et donc, on passe l'information à une vitesse incroyable. Alors là, ils disent que la durée d'attention est de 8 secondes, mais la durée de scroll sur les réseaux sociaux est encore plus courte. Et donc, si on a une seconde, vous n'avez pas attiré l'attention de votre lecteur, que ce soit sur votre vidéo, sur votre photo, sur votre post ou sur votre site internet, même hein, quand on arrive sur le site, si on ne dit pas tout de suite « Ah, ça me convient, ça répond à ma question », on va s'en aller instantanément. Et c'est ça qu'il faut travailler, c'est cette petite seconde-là, ces premiers moments où je vais réussir à capter l'attention de mon lecteur. Comment je vais faire pour capter son attention? Ça va passer par les basiques de la com qu'on a vu juste avant, donc avec le sens de lecture, avec l'écriture, avec ce type de choses. Ça va passer par le fait de mettre des photos, ça va passer par le fait de parler de l'humain, etc., etc. Mais ça, c'est très important de garder en tête ce point qui dit que concrètement, si en quelques secondes, vous ne donnez pas envie au lecteur d'aller plus loin, vous êtes foutu. Et là, il va falloir sacrément ramer en termes de récurrence pour que finalement, ils disent « Ah bah tiens, cette personne-là, je l'ai déjà vue, donc je vais continuer avec elle. » Hop, absolument. Oui, Géraldine. Alors ça, d'ailleurs, je te dis souvent, mais là, aujourd'hui, j'ai oublié. Merci, Géraldine. Il y a une phrase de Coco Chanel qui dit la première impression est souvent la dernière. Et sur le web, c'est d'une évidence absolue. C'est-à-dire que si vous ne faites pas une bonne première impression, c'est foutu. Voilà. C'est foutu parce qu'on ne reviendra pas sur vous. Et donc, il faut absolument que cette première impression soit bien pensée, bien menée. Et encore une fois, je pense que ce qui fera la différence, c'est vous, c'est vos valeurs. Et cette première impression, elle doit être raccord avec vous-même. Et si elle est raccord avec vous-même, alors vous séduirez les personnes qui sont raccord avec vous-même. Et alors, ça marchera. Mais il ne faut pas essayer de faire quelque chose qui ne vous correspond pas, parce que dans ce cas-là, votre première impression, elle ne sera pas bonne. Et dans ce cas-là, ça ne marchera pas, quoi qu'il arrive. Hop. Alors, campagne d'emailing. Campagne d'emailing, c'est vieillot, c'est suranné, personne ne les ouvre, blablabla. Bla, bla. On dira ce qu'on voudra. Le taux d'ouverture en B2C, il est de 5%, de clics, pardon, pas d'ouverture. De clics en B2C, il est d'environ 5%, en B2B, il est d'environ 3%. Donc, la seule question que vous devez vous poser, c'est encore une fois, combien ça me coûte, combien ça me rapporte. Si ça vous rapporte, si la balance est positive, vous faites
Un emailing. Moi, j'ai envoyé une fois un emailing pour dire je fais des cartes de vœux personnalisées. Je pense que je l'ai envoyé à 400 personnes. J'ai une personne qui m'a répondu. Cette personne-là, elle m'a rapporté à peu près depuis le début 20 000 euros de chiffre d'affaires pour un emailing. En plusieurs années, hein, parce qu'après, c'est un client que j'ai fidélisé, etc. Mais je ne l'aurais jamais rencontré si je n'avais pas fait cet emailing il y a 3 ans. Donc, c'est la seule question que vous devez vous poser. OK, est-ce que ça va à un moment me rapporter de l'argent? Et si la balance est positive, on n'hésite pas une seule seconde, on fait cet emailing. Dans les emailings, je vous donne quelques clés. Donc, premièrement, votre base de données. Évidemment, vous devez donc potentiellement en acheter, la gérer, récupérer des datas grâce à votre site internet aussi, potentiellement, et la réactualiser. Là, je vous donnerai juste un chiffre important. Un tiers de votre base de données en B2B est obsolète tous les ans. Donc, ce qui veut dire qu'en 3 ans, votre base de données B2B, donc quand vous êtes en business to business, que vos clients sont des entreprises, elle n'est plus à jour du tout. Donc, vous devez continuellement réactualiser cette base, c'est très important. Vous pouvez aussi acheter des bases. Et la dernière fois, j'en parlais avec des clients, je leur ai donné différents… Je leur ai dit, mais déjà, vous faites la liste de toutes les personnes que vous avez croisées dans votre parcours professionnel. Vous les invitez sur LinkedIn. Vous pouvez faire de l'emailing sur LinkedIn. Votre téléphone, dans votre téléphone, vous avez au moins 500 contacts. Combien d'entre eux, vous pouvez récupérer leur email et combien d'entre eux sont des cibles potentielles. Et en fait, juste comme ça, en travaillant sur leur potentialité, ils se sont rendus compte que finalement, ils connaissaient plein de monde, mais qu'ils n'y avaient pas pensé, parce qu'ils n'ont pas cette base chez eux avec ce fichier Excel basique, avec les emails des personnes. Donc, pensez bien à ça. Votre base de données, c'est la base, c'est votre première base de prospection que vous pouvez faire en plus relativement facilement quand vous démarrez, parce que ça ne nécessite pas d'aller rencontrer de nouvelles personnes. Donc ça, elle est importante. Ensuite, hop, il vous faut une plateforme de campagne. Donc, moi, je vous propose des outils tout en un, tels que Mailchimp ou Sendinblue. Alors, j'utilise plus Mailchimp que Sendinblue, mais vous avez, voilà, je vous en reparlerai aussi en message privé après si vous le souhaitez, mais vous avez des outils qui vous permettent de créer vos emailings, de gérer vos envois et qui sont assez pertinents. Ensuite, vous avez des règles à respecter. Marketez votre objet. Ensuite, vous reprenez, hop, Karine me demande de répéter. La plateforme de campagne. Donc, les plateformes de campagne, ce sont des plateformes qui vont vous permettre d'envoyer vos emails, qui vont vous coûter pas ou très peu cher par rapport à un envoi de masse qui sera fait chez un professionnel, que vous pouvez gérer seul. Et moi, j'utilise Mailchimp. Hop, je vais les faire là. Attendez, tout le monde. Mailchimp. Hop. Et il y a aussi Sendinblue. Sendinblue. Alors, Sendinblue, moi, je ne l'utilise pas, mais je sais que, je connais plusieurs personnes qui l'utilisent et qui trouvent que c'est un outil très bien. Donc, une fois que vous avez identifié votre plateforme de campagne, vous allez commencer à rédiger votre email. Et là, vous avez des règles de base à respecter. Ces règles de base sont marketer votre objet. Donc, pourquoi pas utiliser des emojis dans votre objet? Encore une fois, l'idée, c'est d'attirer l'attention. Si vous mettez un emoji dans votre objet, votre attention dans votre succession d'emails sera plus percutante. Et donc, du coup, vous aurez plus de taux d'ouverture. Donc après, vous avez d'autres règles, mais on en parlera potentiellement plus tard. Vous reprenez les règles d'écriture, donc pas de jargon, vous parlez autant à la voix active, vous vulgarisez au maximum votre discours, etc. Vous réduisez le nombre de sujets. Alors, moi, j'aime bien, je suis assez partisane de un emailing, un sujet. Parce que les grands emailings de newsletters, etc., je les trouve assez peu pertinents. Mais ça dépend de votre activité, ça dépend de votre stratégie, ça dépend de tout un tas de choses. Et ensuite, surtout, pensez à faire un call to action. Un call to action est essentiel parce que, alors c'est quoi? Hop, je vous en ai mis un petit là. C'est un appel à l'action. L'idée, c'est que ce call to action, il est, encore une fois, c'est votre A, votre dernier A de AIDA. Donc, si vous ne mettez pas en bas, ou peu importe où, mais suivez votre sens de lecture. Si vous ne mettez pas de call to action, votre emailing, encore une fois, oui, il va informer, c'est très bien. Mais est-ce qu'il va vendre? C'est pas sûr.
D'accord? Donc, pensez à ce call to action. Alors, les emojis en objet ne fait pas tomber le mail dans les spams? Pas forcément, Amélie. Non, moi, j'ai envoyé très souvent des emails avec des emojis dans l'objet qui arrivent. Alors, sur Google, sur Gmail, ils arrivent, mais de toute façon, quand on les envoie avec des campagnes comme ça, ils arrivent toujours dans les mails de promotion. Mais sur les autres plateformes, ils arrivent dans la boîte mail. Après, quand vous passez par des outils comme celui-ci, ils n'envoient pas forcément tous les mails en même temps pour que justement, ça ne fasse pas des envois trop massifs et que du coup, ça ne passe pas en spam. Voilà. Après, vous aurez toujours un taux qui passera en spam, c'est inévitable, de toute façon, inévitable. Alors, dernier point important, le mail est aussi un alibi. Ce que je vous disais tout à l'heure, tout est alibi. Et quand vous envoyez un email, même si au final, vous vous dites que vous allez avoir un taux d'ouverture et un taux de clic qui ne va pas être extrêmement important, il va vous permettre d'avoir une récurrence dans la boîte mail de votre prospect. Il va avoir votre nom, il va avoir votre entreprise, il va avoir peut-être même votre logo si toutefois il l'ouvre. Et après, si vous l'appelez, vous lui dites « Ah, au fait, Ludivine, la dose de com, je vous ai envoyé un email avant-hier au sujet de votre carte de vœux numérique. » Et petit à petit, vous allez rentrer dans son esprit. Petit à petit, vous allez rentrer dans son cerveau. Et encore une fois, récurrence, alibi, ce qui vous permet d'entrer potentiellement chez votre prospect. Donc, l'email, c'est vieillot, mais l'email, ça marche quand même encore. Donc on peut en faire quand on mesure bien son retour. Ensuite, alors, un slide sur comment construire son site internet. Je pense que Sonia est en train de se fissurer si elle voit ça. Alors, premièrement, une question à vous poser. Est-ce que mon site est un site vitrine ou est-ce que mon site est un site de e-commerce? La base. Ensuite, vous avez 5 étapes à respecter. Alors après, vous le faites vous-même, vous le faites faire, vous faites comme vous voulez. C'est à vous de décider en fonction du budget que vous pouvez mettre en face. Évidemment, j'ai mon avis là-dessus, mais chacun fait en fonction de ce qu'il peut faire et de ses compétences. Première étape que vous devez vous poser, l'arborescence. Arborescence, c'est-à-dire toutes les informations que je veux voir dans mon site, je fais des paquets, donc j'énumère toutes les informations, je regroupe toutes ces informations, je les trie. Et une fois que j'ai des groupes d'informations ordonnés, je lis les informations entre elles. Et là, j'ai, à la suite de ça, le plan de mon site internet. Étape 2, les différentes options que je vais devoir avoir sur mon site. Est-ce que je vais devoir avoir de la prise de rendez-vous? Est-ce que je vais avoir un lien vers autre chose, etc., etc. L'idée, c'est de lister toutes les options parce que même si vous ne pouvez pas tout faire tout de suite, il faut qu'elles soient prévues, ces options. Il faut qu'elles soient prévues parce que du coup, ça vous évitera d'avoir des surprises après, tout simplement. Ensuite, oui, effectivement, il y a une faute. Merci Isabelle. Ensuite, étape 3, design. Vous devez penser multi-support. Alors, c'est essentiel. On est passé en visibilité d'Internet sur mobile supérieure à visibilité d'Internet sur ordinateur. Donc, les sites Internet sont plus regardés sur mobile que sur ordinateur. Donc, pensez toujours à votre site sur mobile, évidemment aussi à votre site sur ordinateur. Il faut que ce design soit pensé en multi-support. Donc, il faut que ce design soit pensé en termes d'expérience, mais également en termes de support. Ensuite, votre étape 4, c'est votre référencement. Le référencement qu'on appelle aussi SEO, Search Engine Optimization, ça veut dire comment Google et les autres moteurs de recherche vont voir mon site. Et alors ça, cette étape 4, c'est une étape qui est énorme. On passerait des jours et des jours et des jours sur votre référencement. On fera d'ailleurs un webinaire avec Sonia où elle vous parlera de référencement également. Mais c'est vraiment une étape colossale. Et ensuite, l'étape 5, une fois que vous avez tout ça, vous pouvez commencer à faire votre contenu, à rédiger votre contenu, à créer vos images, à créer vos vidéos potentiellement qui vont aller dans votre site internet. Donc là, un slide sur le site, sachant qu'évidemment, voilà, encore une fois, ça peut prendre, on peut passer des jours et des jours et des jours là-dessus.
Les réseaux sociaux, pareil, un slide. Là, j'ai Linda qui se fissure aussi. Mais bon, je donne le minimum. Les réseaux sociaux, on partage pourquoi? On partage pour donner des solutions. On partage pour montrer du backstage. Le backstage, c'est voilà ce qui se passe, voilà ce que vous ne voyez pas. Ça c'est des informations qui plaisent beaucoup. On partage une expérience. On partage pour informer son réseau. On partage aussi, ne se leurrons pas, hein, on est sur les réseaux sociaux, c'est quelque chose qui, au départ, est fait pour se valoriser soi-même. Hein. On adore avoir des likes et des clics et des partages, etc. etc. Donc, il ne faut pas l'oublier, parce que malgré tout, ça fait partie de l'ADN des réseaux sociaux. Et on partage pour montrer son appartenance à un groupe, son appartenance à une idée, son appartenance à une philosophie. Donc ça, c'est les différentes raisons qui vont vous faire partager. Et donc, à chaque fois que vous faites un post, il faut vous dire à laquelle de ces raisons mon post correspond. Est-ce qu'il va intéresser mon public? Et le meilleur moyen de se poser la question, est-ce que mon post est pertinent ou pas, c'est de se dire, il faut que je fasse un cadeau. Ça, c'est pas de moi non plus, c'est une personne qui est spécialisée dans les réseaux sociaux qui l'avait dit. Un post sur Internet, c'est un cadeau. Et à chaque fois que vous postez quelque chose, vous devez vous dire en quoi, en postant ça, je fais un cadeau à ma communauté, un cadeau aux personnes qui me suivent. Donc, vous imaginez bien que sur les réseaux sociaux, voilà, on pourrait parler des heures et des heures et des heures. À droite, je vous ai mis Facebook, Instagram, LinkedIn, Twitter et j'ai mis TikTok. J'ai mis TikTok parce que selon le produit que vous avez, TikTok, c'est le petit nouveau qui monte, qui monte, qui monte, qui monte. Alors, la cible est de plus en plus tout le monde, hein, clairement. Et donc, alors, Christelle me dit TikTok. Non, TikTok, on va être plus sur du B2C. Ouais, TikTok, on va être plus sur du B2C. Mais après, ce qu'il faut toujours vous dire, c'est qu'à partir du moment où je touche une personne, qu'est-ce que j'ai à lui montrer? Moi, pour toi, Christelle, qui est opticienne, j'ai envie de dire pourquoi pas TikTok? Pourquoi pas? Parce que TikTok, il y a tellement de monde aujourd'hui dessus que franchement, c'est devenu une manne qui est énorme. Voilà. Après, moi, j'y suis pas encore. Hein. Moi, j'y suis pas encore. Je suis pas sur Twitter non plus parce que ça me plaît pas. Après, des réseaux, vous en aurez d'autres. Hein. Mais là, je vous ai mis les principaux par ordre de Facebook, bon, qui est inévitable. Instagram, qui l'est presque aussi. LinkedIn, selon votre business, il est absolument inévitable aussi. Twitter, ça dépend de ce que vous avez envie d'en faire. Et TikTok, parce que c'est le petit nouveau et que je pense qu'il faut… Enfin, le petit nouveau, il ne date pas de cette année non plus, mais il est très, très récent et je pense qu'il faut que vous alliez le voir pour le croire. Parce qu'en termes de visibilité sur TikTok, c'est absolument hallucinant. Voilà, c'est vraiment hallucinant. Hop, ensuite, les 5 règles. Les 5 règles des réseaux sociaux. Donc, première règle, être présent. Encore une fois, on revient sur de la récurrence, de la récurrence, de la récurrence. Deuxième règle, mettre des images. Un post sans images, c'est un post qui ne sera pas lu. Troisième règle, faire des vidéos. Alors, c'est la tendance depuis 2019 et qui dure, qui dure, qui dure. Donc, faites de la vidéo absolument. Et je vous conseille 10 000 fois, 100 000 fois d'en parler également avec Linda et Greg qui sont là. Et Yvan, parce que, alors vous avez loupé peut-être le webinaire sur la vidéo hier, mais n'hésitez pas à les contacter. Parce que faire des vidéos, c'est s'assurer, enfin, c'est augmenter sa visibilité de façon considérable. Après, la seule chose qu'il faut faire, c'est oser le faire. Mais c'est très important de faire de la vidéo aujourd'hui. Ensuite, quatrième règle, animer sa communauté. Animer sa communauté, ça veut dire qu'il faut que vos fans, vos followers, aient envie de partager ce que vous dites, aient envie de commenter ce que vous dites, aient envie de vous mettre un pouce, un like, un cœur, peu importe. Mais l'animer, c'est leur donner, c'est leur montrer que vous êtes avec eux déjà et leur donner envie de réagir. Voilà, c'est très important. Quoi que vous fassiez, après, il y a des tas de choses que l'on peut faire, mais il faut vraiment que vous soyez dans cette démarche d'animation de communauté. Si les gens me like, c'est qu'ils ont envie de m'entendre, c'est qu'ils ont envie de me voir. Et donc, il faut pas hésiter à les faire
à les animer, quoi, à les faire partager, à les faire commenter, etc., etc. Et le point numéro 5, c'est d'oser, tout simplement, parce qu'on ne le dit jamais assez. Par exemple, sur Twitter, je crois que il y a seulement 1% des comptes Twitter qui postent des tweets. Tous les autres ne postent pas. Ce sont que ceux qui sont là enfin pas en visiteur, en voyeur, je dirais, même si c'est pas tout à fait ça, mais en tout cas qui regardent, mais qui ne postent pas. Et on a énormément de gens qui ont envie, hein, même moi je le fais encore régulièrement, j'écris mon post, j'écris mon commentaire et puis je dis oh là là non mais j'ose pas. Et hop, et je l'efface. Et ça, c'est le plus gros danger des réseaux sociaux, c'est de ne pas oser le faire. Christelle nous dit de l'audace, absolument. C'est oser et puis se dire de toute façon, j'ai rien à perdre. Au pire, si j'ai quelqu'un qui n'est pas d'accord avec moi, il n'est pas d'accord avec moi et puis on ne peut pas faire à tout le monde. Et puis ce sera comme ça et puis je le gérerai. Alors je ne le gérerai pas forcément à chaud, hein, éviter de répondre aux commentaires négatifs à chaud, c'est jamais bon. Mais à froid, on y répond gentiment et dites-vous toujours que quand on a un commentaire négatif sur les réseaux sociaux, la plupart du temps, on arrive à le transformer en ambassadeur derrière parce qu'on arrive à lui répondre avec empathie. Toujours, mettez de l'empathie dans vos réponses, c'est très important. Et quand on lui répond avec empathie, eh bien, on se rend compte que finalement, c'était une incompréhension qu'il y a eu à un moment. Alors, sauf si vous avez un troll, mais le troll, on en parle, enfin, c'est encore un autre débat. Et s'il y a eu une incompréhension, eh bien, vous pouvez réussir à la retourner pour que tout le monde se comprenne et pour en faire quelque chose de positif au final. Donc, c'est très, très, très important. Bon, 2 slides sur la réseaux sociaux. Alors, dernier slide parce que j'adore. Alors, souvent, je commence ma formation avec ça, mais là, je me suis dit que c'était plus intéressant de la finir. C'est une citation qui dit « Entre ce que je pense, ce que je veux dire, ce que je crois dire, ce que je dis, ce que vous avez envie d'entendre, ce que vous croyez entendre, ce que vous entendez, ce que vous croyez comprendre, ce que vous voulez comprendre, ce que vous comprenez, il y a au moins 10 possibilités de ne pas se comprendre. Mais essayons quand même. » Et ça, c'est tout le challenge de la communication. C'est entre ce que vous pensez et ce que la personne va comprendre. Il y a 1 milliard de raisons de ne pas se comprendre. Mais il faut le faire quand même, c'est très important. Il faut mettre tous les outils en place pour que le champ de distorsion entre les deux soit le plus faible possible. Voilà. J'ai réussi à tenir dans le timing non sans mal. J'espère que ce n'était pas trop rapide. Alors, je vais vous remettre, je vais arrêter mon partage.